Salut! Bienvenue dans la vidéo de présentation et d'explication des règles de Nasty Fight. Nasty Fight, c'est l'évolution d'un jeu que j'ai créé et auto-édité en 2005 sur l'univers de la boxe. Je voulais une version plus musclée, plus intense, et aussi des parties plus rapides. Je me suis pas mal inspiré de l'état d'esprit du film de David Fincher, Fight Club, que j'aime beaucoup, ne serait-ce que dans l'ambiance graphique du plateau et des cartes. C'est un jeu un peu politiquement incorrect, on va dire, qui incite aux instincts les plus bas et aux coups les plus tordus. On le verra quand on expliquera les règles. On s'en rend compte ne serait-ce qu'en regardant le plateau. On y trouve une lame de rasoir, de la cocaïne, un cran d'arrêt, de l'alcool, de l'argent. Et je ne vous parle même pas des cartes, bien sûr, on va quand même les aborder tout à l'heure. Mais voilà, Nasty Fight, c'est un état d'esprit, c'est un jeu, hein, c'est un jeu avant tout, bien sûr, on se fout sur la gueule, mais pour rigoler et en toute courtoisie, naturellement. Le plateau de jeu est réversible. De l'autre côté, on peut jouer aux extensions de Nasty Fight, dont la première est sortie récemment, le Nasty Memory, qui est un memory, comme son nom l'indique, mais d'un genre un peu particulier. Alors, il ne nous reste plus qu'à voir l'installation du jeu, et puis, bien entendu, l'explication des règles. Ça va se passer ici et tout de suite. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà disposé les différents éléments de jeu sur lesquels je vais revenir un à un. Je vais d'abord brièvement vous parler de la règle du jeu qui, bien entendu, est fournie avec le jeu, tant qu'à faire, illustrée, tout en couleur, formidable. Elle a été testée auprès de pas mal de joueurs, donc je pense que je suis arrivé à un niveau là où la règle est compréhensible, claire et bien illustrée. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, les cartes sont représentées, bien sûr, ainsi que les Nasty Surprise. Voilà, c'est un développement récent du jeu. Et puis, à la fin, vous avez mon adresse email. Si vous avez des questions, des remarques, vous êtes toujours les bienvenus. Donc, j'ai commencé par placer les adversaires sur les cases ayant une croix noire. Donc, au début du combat, les adversaires se regardent en chien de fusil à une case de distance, ce qui ne devrait pas durer très longtemps. J'ai également positionné les marqueurs de points de vitalité sur les cases ici, hein, les premières cases de l'échelle des points de vitalité. Vous avez compris bien sûr que l'objectif est d'amener votre adversaire à perdre petit à petit des points de vitalité jusqu'à ce qu'il soit KO. Bien entendu, il se pourrait bien que ce soit vous qui soyez KO le premier, c'est une autre histoire. Sur les côtés du jeu, on a le jeton Fucking Bastard, au dos duquel est inscrit You are such a fucking loser. Voilà, qui devrait prendre du sens quand on va expliquer les règles tout à l'heure. Pour l'instant, on va le positionner sur le côté du plateau, à égale distance entre les deux combattants. C'est important, vous verrez tout à l'heure pourquoi. De l'autre côté, on a le dé de réflexe qui pourrait bien vous sauver la mise certaines fois, ou pas du tout. Les Nasty Surprise qui sont disposés en 4 piles de cette manière-là, pour représenter les 4 sorties possibles du ring. Ce sont ces 4 cases, vous verrez qu'en regardant de plus près, eh bien, il n'y a pas de rambarde sur ces cases, ce qui fait qu'on peut en être éjecté ou en sortir volontairement. On expliquera ça tout à l'heure. Il y a 10 tuiles, donc vous les répartissez comme vous voulez, chacune correspondant évidemment à une sortie du ring. Donc en général, moi je fais 2 piles de 3 et 2 piles de 2. Mais si vous voulez faire une pile de 10 et rien dans les autres, c'est vous qui voyez. Alors, on reçoit également des cartes. 4 cartes de coups réglementaires. Alors, les coups réglementaires sont le direct, le crochet droit, l'uppercut, et bien entendu, le crochet gauche. Donc, ces cartes sont mélangées de manière à ce que l'adversaire ne sache pas dans quel ordre elles sont, et elles sont conservées face cachée. Devant vous, vous avez 3 cartes enchaînement. Au départ du jeu, elles sont positionnées de cette manière-là, face enchaînement visible, et quand vous aurez réussi un enchaînement, vous pourrez retourner la carte pour qu'elle se transforme en coup tordu. Hein, on expliquera tout ça tout à l'heure, hein, pendant l'explication des règles. Donc il y a 3 coups tordus possibles. Alors, donc au départ, on les positionne comme ça. Tous les éléments de jeu sont maintenant en place. On va pouvoir expliquer les règles du combat. Eh bien, c'est parti pour l'explication des règles, puisque le jeu est maintenant en place. Toujours avoir les règles à disposition, à proximité, hein, donc je vais les découvrir avec vous en fait. Donc je les connais un petit peu déjà, mais on va faire un petit peu comme si on les découvrait ensemble. Donc la première page, c'est bon, description du matériel, préparation au combat, c'est fait. On va pouvoir commencer tout de suite avec les actions possibles. Hein, donc à votre tour de jeu,
vous pouvez effectuer deux actions. Se déplacer d'une case, ce que j'ai déjà fait, hein, je ne vous ai pas attendu sur ce coup-là. On peut donc se déplacer d'une case, mais dans la direction de son choix. Hein. Voilà. Bon, évidemment, si vous mettez à distance pour frapper, ça va être plus difficile. Donc là, on va dire que j'avance d'une case dans cette direction-là. Mais je peux faire mon déplacement après que vous ayez tenté de deviner le coup que je vais porter. On va voir ça tout de suite. Donc là, en l'occurrence, je me suis déplacé avant, ce qui n'est pas très intelligent de ma part. Je vais revenir en arrière. Voilà. Comme ça. Ah ouais, c'est bien comme ça. Et donc, la deuxième action que je peux faire, vous l'aurez compris, c'est combattre en utilisant une des cartes que j'ai en main, que j'ai brièvement présentée lors de l'installation du jeu, ou celles qui sont devant moi. Là, les cartes enchaînement, en l'occurrence, au début de la partie, mais plus tard, ça pourrait être les coups tordus. On verra ça tout à l'heure. Alors, admettons que j'ai l'intention... Voilà. Je choisis donc un coup, je pose ma carte face en bas, et vous essayez de la deviner en fonction de la configuration du plateau. Alors, comme je ne me suis pas encore déplacé, c'est un petit peu plus dur pour vous d'imaginer ce que j'ai en tête. Je pourrais, par exemple, me déplacer en ligne droite vers vous, avec pour intention de vous frapper d'indirect, afin d'essayer de vous rapprocher de la sortie du ring. Voilà. Mais je peux aussi décider de me déplacer ici, de manière à vous envoyer avec un direct plus près de l'angle du ring, qui est une situation avantageuse pour l'attaquant. On verra ça tout à l'heure. Alors, bon, ben voilà, c'est à vous de faire preuve d'intuition et à moi de bluffer, surtout dans certaines étapes du jeu un petit peu plus sensibles. Vous vous lancez et en fait, j'ai choisi un direct. Alors, si vous avez échoué à deviner mon intention, c'est pas parce que vous n'avez pas deviné mon intention que vous ne pouvez pas esquiver mon coup. Donc, on a révélé la carte, je me déplace, je vais dans cette direction-là, j'aurais pu faire ça aussi, hein. On va dire que je suis ici, finalement. Vous allez tenter d'esquiver ou d'encaisser mon coup en lançant le dé d'esquive. Alors, là vous êtes tombé sur une face rouge, manque de bol, vous avez pris le coup, hein, en pleine poire. Il y a 4 faces rouges qui représentent donc un coup porté. Il y a une face blanche qui représente l'esquive. Donc, vous l'aurez compris, si c'est une face rouge, on va remettre le pion ici. Si c'est une face rouge, vous avez pris le coup, donc vous perdez un point de vitalité. Hein. Si c'est une face blanche, par contre, vous avez esquivé le coup. Donc, vous ne subissez pas de dégâts et vous ne vous déplacez pas sous l'effet du coup. On verra tout à l'heure les déplacements occasionnés par les coups reçus. Il y a également une face noire qui est la fonction pas esquive, pardon, mais encaissement. Vous encaissez le coup. Encaisser le coup, ça veut dire vous perdez un point de vitalité, mais par contre, vous ne vous déplacez pas. Donc, je résume, vous avez une possibilité d'esquiver le coup et il ne se passe rien pour vous, une possibilité de recevoir le coup mais de ne pas vous déplacer, et 4 possibilités de prendre le coup et potentiellement de vous déplacer sous l'effet du coup. C'est normal puisque vous n'avez pas deviné mon intention. Si vous aviez deviné que j'avais l'intention de vous frapper avec un direct, à ce moment-là, moi, je peux tenter une dernière chance, mettre toute mon énergie dans ce coup pour qu'il porte. Je lance le jeton Fucking Bastard. Si je tombe sur la face Fucking Bastard, j'ai quand même réussi à porter mon coup. Donc là, en l'occurrence, vous perdez un point de vitalité et vous reculez d'une case. Et je vous suis. Si le jeton était tombé du côté You are such a fucking loser, eh ben je suis un gros loser et j'ai quand même loupé mon coup malgré toute l'énergie que j'ai mis pour le réussir. Donc là, évidemment, du fait que vous avez deviné mon intention, je n'ai qu'une chance sur 2 de réussir finalement à porter le coup. Donc voilà pour la résolution directe du combat. Il y a la possibilité de faire un enchaînement grâce à ces 3 cartes-là. Un enchaînement n'est possible que si vous avez réussi un premier coup. Voilà. Donc il ne faut pas que l'adversaire ait esquivé votre coup. Hein, c'est marqué là. Pour réaliser un enchaînement, vous devez d'abord avoir réussi une première frappe qui aura pu être encaissée, mais pas esquivée. Ça se comprend, puisque encaissée, vous l'avez quand même reçue. Alors ce qui se passe à ce moment-là, vous choisissez une carte enchaînement, celle-là par exemple, puisque je rappelle que les faces ne sont pas les mêmes, vous pouvez regarder hein, pour vous souvenir quel coup tordu se trouve derrière. On va dire que je choisis celle-là. Là, je vais sélectionner un autre coup en main qui ne pourrait pas être un coup tordu, hein, plus loin dans la partie, c'est forcément un coup réglo. Donc je choisis, et je vais mettre
celui-là. Donc, je la pose ici face cachée. Vous savez déjà que ce n'est pas le direct, ça vous aide un peu, mais ça ne vous aide pas beaucoup, puisque en fait, je ne vous laisse pas la possibilité de deviner ce coup-là. Et oui, en effet, vous avez déjà reçu un coup, vous êtes un peu sonné, donc vous n'avez pas le temps de réfléchir. La seule possibilité que vous ayez, c'est d'esquiver le coup instinctivement, et donc vous lancez le dé. Bah là, en l'occurrence, coup de chance, vous l'avez esquivé. Il se trouve que c'était un uppercut. Un uppercut, c'est un coup du bas vers le haut, donc ça n'occasionne pas de déplacement, mais vous subissez un point de dégâts, sauf que là, vous l'avez esquivé, donc vous ne subissez pas. Hein, vous avez compris l'idée? Donc là, je viens de réaliser un enchaînement, j'ai réussi cet enchaînement, je retourne la carte, qui devient donc un coup tordu, utilisable quand je le souhaite. Et là, en l'occurrence, c'est une empoignade, nous verrons tout à l'heure la description des coups tordus. Voilà, j'ai terminé mon tour de jeu, je reprends mes cartes, je les mélange un peu pour que l'adversaire ne sache pas dans quel sens je les ai mises, et c'est à lui de jouer. Alors on va expliquer maintenant les différents coups réglo et leurs conséquences. En ce qui concerne l'uppercut, donc comme je l'ai dit juste avant, l'uppercut c'est un coup qui est porté du bas vers le haut. Donc s'il est réussi, eh bien l'adversaire perd un point de vitalité, mais il n'y a pas de déplacement occasionné par ce coup, puisqu'on va imaginer en fait qu'il est soulevé de terre et qu'il retombe sur place. Voilà, je vais la replacer un petit peu ici, ce sera plus simple. Ensuite, nous avons le direct, hein, c'est le coup que j'ai porté tout à l'heure. Donc le direct est un coup porté de l'arrière vers l'avant. Donc il y a un déplacement occasionné par ce coup, l'adversaire recule et je le suis. Et évidemment, l'adversaire perd un point de vitalité. Je vais revenir ici, toujours. Ensuite, nous avons le crochet gauche. Alors, le crochet, c'est très simple. Vous avez d'ailleurs une idée du déplacement occasionné par le crochet. Hein. On voit comme un arc de cercle avec le bras, puis cette petite flèche-là. Donc là, puisque c'est un crochet gauche, je vais mettre la carte dans mon sens à moi. Puisque c'est un crochet gauche, on va avoir un déplacement en courbe de cette manière-là. Et moi, j'occupe la place précédemment occupée par l'adversaire. D'accord ? Si vous connaissez le déplacement du cavalier aux échecs, alors vous aurez tout de suite compris comment on fait. D'accord ? Puisque là, on se rend compte que c'est une case en diagonale, et là, j'avance. Donc on a bien le même déplacement que le cavalier aux échecs. Donc c'est une manière facile de s'en souvenir. Ensuite, on a l'autre, hein, le crochet droit. Donc là, je remets la carte de mon côté. Ça va être un déplacement en arc de cercle de l'autre côté, donc en diagonale arrière pour l'adversaire, et j'avance une case. Voilà, tout simplement. Et on a fait les 4 coups réglo. On va expliquer maintenant les coups tordus. Ah, ça c'est sympa, les coups tordus. Alors, les coups tordus au Nasty Fight Club sont utilisables quand vous avez d'abord utilisé un enchaînement. Voilà, vous retournez votre carte pour qu'elle devienne un coup tordu. Il y en a 3 possibles, le coup bas, le coup de boule et l'empoignade. Comment ça se passe quand vous voulez faire un coup tordu? Eh bien, déjà, vous ne l'annoncez pas. Et non, c'est bien la particularité du coup tordu, c'est qu'il est tordu. Hein, voilà, donc on ne l'annonce pas. Autrement dit, vous faites comme si vous étiez en train de choisir un coup réglo, et si vous faites appel à la ruse, il y a une autre possibilité, on va la voir après, et tout à coup, subitement, votre main va se poser sur le jeton et l'attirer vers vous de manière à dépasser la zone du plateau de jeu. Si vous réussissez à faire ça avant que votre adversaire vous touche la main, hein, autrement dit, jusqu'à ce que votre main soit là, c'est-à-dire dans cette zone-là, votre adversaire peut vous toucher la main. Dès que vous avez dépassé le bord du plateau, il ne peut plus le faire. S'il réussit à vous toucher la main avant que vous ayez embarqué jusqu'ici le jeton, eh bien, votre coup tordu n'a pas réussi. Le coup s'arrête là, et c'est à l'adversaire de jouer. Par contre, si vous avez été rapide comme l'éclair, rusé comme le renard, et que vous avez réussi à amener le jeton jusqu'à vous,
sans être touché par l'adversaire, eh bien, l'effet du coup tordu que vous choisissez à ce moment-là, puisque vous n'avez pas pu dire avant que vous vouliez faire un coup tordu et donc vous n'avez pas pu annoncer lequel vous vouliez faire. Donc maintenant qu'on a constaté que votre coup tordu est réussi, vous nommez le coup tordu que vous avez choisi. Dans le cas où vous n'avez pas confiance dans votre rapidité ou votre ruse, ce qui me surprendrait, mais ça peut arriver parfois. Vous pouvez vous en remettre à la chance. À ce moment-là, vous annoncez que vous avez l'intention de faire un coup tordu et vous jetez le jeton. You are such a fucking loser. Donc vous êtes vraiment un loser, vous avez loupé votre coup tordu, votre tour s'arrête là et c'est à votre adversaire de jouer. En revanche, si le jeton tombe de ce côté-là, eh bien le coup tordu est réussi et vous en appliquez l'effet. Donc on va voir tout de suite quel est l'effet des 3 cartes coup tordus. Alors je précise que lorsque vous avez loupé un coup tordu, il n'est pas perdu pour autant. Vous pourrez le retenter au tour suivant. Par contre, quand vous aurez réussi le coup tordu, vous retournez la carte et elle redevient une carte enchaînement. Ça vous fera un nouvel enchaînement possible quand vous le souhaiterez, et quand vous aurez effectué cet enchaînement, vous pourrez à nouveau obtenir le coup tordu qui est derrière. Voilà, ça permet de limiter quand même les coups tordus, il ne faut pas non plus exagérer. Bien, vous pouvez bien sûr vous déplacer lors de l'exécution d'un coup tordu, hein, comme un coup réglo. On va voir maintenant les différentes cartes coup tordu. Alors on a le coup bas, hein, alors le coup bas c'est le plus vicelard. Si vous le réussissez, votre adversaire perd un point de vitalité et il reste sur place. Il est plié en deux par la douleur, mais il pourra quand même se déplacer à son tour de jeu. Se déplacer, oui, mais trop affaibli pour vous frapper. Voilà, donc il ne pourra pas vous frapper le tour suivant, il pourra juste essayer de vous fuir au moins d'une case. Ensuite, on va prendre l'empoignade. Alors, l'empoignade, si elle est réussie, vous permet de frapper 2 coups. Votre adversaire perd donc 2 points de vitalité. Ah oui, l'empoignade c'est mal, hein, la boxe est totalement interdite. Hein. Du fait que vous êtes au corps à corps, on va considérer que vous avez porté 2 uppercuts, parce que vous manquez de recul pour ajuster un direct ou un crochet. C'est pour cette raison que l'adversaire ne va pas se déplacer lorsque vous aurez exécuté cette empoignade. Il reste la carte du coup de boule. Alors le coup de boule c'est un grand classique, hein, toujours redoutable de puissance. Hein. Un coup de boule ça fait perdre 1 point de vitalité à votre adversaire. Et il se déplace également de 2 cases en arrière de sa position et en ligne droite. Bah oui, parce que si on est là, un coup de boule c'est un coup porté par la tête de l'arrière vers l'avant, donc on recule en ligne droite, c'est logique. Et donc l'adversaire va reculer de 2 cases en ligne droite derrière. Là en l'occurrence il tomberait du ring. Donc on va voir tout à l'heure ce qui se passe justement quand on tombe du ring. Et vous vous posez sur la case occupée précédemment par l'adversaire. Hein, donc il était là, donc vous positionnez ici. On va la remettre ici. Alors on va parler maintenant des zones de l'échelle des points de vitalité. Il y a la zone verte et puis ensuite la zone orange qu'on appelle la bastard zone. Quand votre marqueur de points de vitalité arrive dans cette zone-là, eh bien vous commencez à paniquer un petit peu parce que vous en avez quand même pris plein la tranche. Et vous commencez à devenir ouvert à la possibilité d'être de plus en plus déloyal, de faire des trucs un peu dégueulasses. Alors vous me direz, les coups tordus, c'est dégueulasse, oui. Mais dans le contexte d'un match de boxe, c'est dégueulasse. Mais dans le contexte du Nasty Fight Club, c'est normal. Hein, c'est normal. Les coups tordus, c'est normal. Par contre, il y a quand même des limites. Et les limites, eh bien, c'est ce que vous récupérez dans les Nasty Surprise, hein, que vous aurez quand vous êtes éjecté ou que vous descendez volontairement du ring. On verra ça tout à l'heure. Vous pouvez par exemple trouver un point américain. Bon, faut pas exagérer quand même. Hein. Le point américain, c'est vraiment quand on se sent pas bien, là, mis en danger, qu'on est prêt à l'utiliser. Donc là, en l'occurrence, vous pourrez utiliser le point américain, mais il y a d'autres petites surprises du même genre, quand vous serez entré dans la bastard zone. Vous avez aussi, à partir du premier voyant rouge et jusqu'au dernier, la chicken zone. Chicken en anglais, poulet, ça veut dire aussi lâche, hein, couard. Voilà, donc là vous n'avez plus aucune fierté personnelle, vous ne vous inquiétez plus de votre renommée, vous êtes prêt à tout
pour ne pas finir KO. Donc quand vous entrez dans cette zone-là, à votre tour de jeu, et pas de tour consécutif, hein, si vous le faites une fois, vous ne pourrez pas le faire le tour suivant, vous pouvez refuser de combattre et vous déplacer d'une case. Alors on me dirait, mais ça on peut le faire déjà, oui. Mais là, en refusant de combattre, vous regagnez un point de vitalité, parce qu'en vous mettant à distance de votre adversaire durant votre tour de jeu, ça vous permet de souffler un peu, ce que font certains boxeurs des fois, hein. Ils refusent le combat, et donc ils se mettent à distance pour souffler un peu. Donc quand vous êtes dans la chicken zone, au lieu de combattre, vous vous déplacez d'une case, où vous voulez, et vous récupérez un point de vitalité. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas le faire 2 tours consécutifs, et vous pouvez le faire seulement quand vous êtes dans la chicken zone. Donc là, en l'occurrence, si je me déplace d'une case pour ne pas combattre, je regagne un point de vitalité. Le tour d'après, de toute façon, je n'aurai pas le droit de le refaire, mais le tour d'après non plus, puisque je ne suis plus dans la chicken zone. Par contre, si je suis là, lors d'un tour, je décide de fuir, hop, je vais là, je regagne un point de vitalité. Le tour d'après, je ne peux pas le faire, mais par contre, le tour suivant, je peux recommencer, si je veux, pour regagner un point de vitalité. Bon, c'est un peu la logique du désespéré, hein. Je ne vous cache pas que ça va difficilement vous faire gagner, mais ça vous permettra de gagner un petit peu de temps quand même. C'est à vous de voir. On va maintenant s'intéresser aux rambardes du ring. Vous aurez remarqué qu'il y a des rambardes sur certaines cases du ring. Il y en a aux angles et il y en a aussi sur ces cases-ci. Il y a en fait seulement 4 cases qui n'ont pas de rambarde. Elles sont situées au milieu de chaque côté du ring et c'est par ces cases-là que l'on peut donc éjecter son adversaire ou en descendre soi-même volontairement. Alors que se passe-t-il quand un adversaire est contre une rambarde? Tout simplement, il ne peut pas se déplacer. Donc là, il est contre une rambarde, eh bien, vous ne pouvez pas le faire se déplacer. Si vous envoyez un direct, il va rebondir contre la rambarde. Si vous envoyez un uppercut, de toute façon, il ne devait pas se déplacer. Si vous envoyez un crochet, eh bien, il va rebondir également sur la rambarde. On va voir tout à l'heure les conditions pour être éjecté du ring ou pour en sortir. Voyons maintenant les angles du ring. Alors, tous les combattants savent que les angles du ring sont des positions très dangereuses, très défavorables, puisqu'on s'y trouve coincé. Et là, en l'occurrence, quand vous arrivez à envoyer votre adversaire dans un angle du ring, par exemple comme ceci avec un direct, vous avez le droit à un coup supplémentaire. Et du fait que votre adversaire est sonné par le premier coup reçu et réussi, bien entendu, eh bien c'est comme pour les cartes enchaînement, il n'a pas le temps de réfléchir et donc de deviner le coup suivant. Par contre, il peut tenter sa chance, tenter ses réflexes et donc lancer le dé. Là, en l'occurrence, le coup est encaissé, donc il perd un point de vitalité. Le fait que ce soit encaissé ne change rien au niveau du déplacement, puisque vous le savez, encaisser, c'est recevoir le coup, perdre un point de vitalité, mais ne pas se déplacer. Là, en l'occurrence, ça ne changerait rien. Ce serait la même chose si c'était la phase blanche, où on ne se déplace pas non plus, puisqu'on a esquivé le coup, du fait qu'il est dans l'angle, il y a une rambarde, donc il n'y a pas de toute façon de déplacement. Tant que l'adversaire reste dans l'angle du ring, vous aurez le droit à un coup supplémentaire à votre tour de jeu. Autrement dit, il est évident que l'adversaire va se déplacer au tour suivant. Ça me paraît raisonnable. Pour ce qui est des règles concernant l'éjection de l'adversaire du ring par les 4 cases que j'ai déjà montrées, eh bien c'est tout simple. Vous pouvez effectivement éjecter votre adversaire du ring en utilisant les cartes à votre disposition, donc pas l'uppercut puisqu'il n'occasionne aucun déplacement, mais le direct ou le crochet droit ou crochet gauche. Alors, comment ça se passe? Là, j'ai positionné les 2 adversaires pour vous donner un exemple. Je peux éjecter mon adversaire en utilisant un direct, mais je peux utiliser aussi une carte de crochet, gauche ou droit, puisque le déplacement naturel de ces 2 coups se fait en arc de cercle. Or là, il n'y a pas de rambarde, donc votre adversaire, on imagine qu'il est éjecté en fait ici si c'est un crochet gauche pour moi, ou ici si c'est un crochet droit. Voilà. Donc, suivez le déplacement naturel des cartes pour savoir si votre adversaire est éjecté ou non. Donc là, en l'occurrence, si je suis placé ici, il n'y a pas de rambarde, je peux placer un direct, il va être éjecté, je peux placer un crochet, il va être éjecté. Par contre, si je place un crochet gauche ici, votre adversaire se retrouve là.
et moi ici. Donc il n'y a pas de sortie du ring. Voilà. Donc suivez le déplacement naturel occasionné par les coups et vous saurez quand votre adversaire est éjecté ou non du ring. En ce qui vous concerne, vous, si vous décidez de sortir volontairement du ring, tiens, on va imaginer je sors par là, à mon tour de jeu, plutôt que de combattre, hop, je sors du ring. Dans ce cas-là, et c'est également le cas d'ailleurs quand vous éjectez votre adversaire du ring, ou que vous êtes éjecté vous-même, bien sûr, vous prenez une carte sur la pile correspondante à la sortie de ring que vous avez empruntée. Donc là, je suis sorti par là, qui correspond à cette pile-là. Évidemment, si j'étais sorti par là, c'était cette pile-là, etc. Donc je prends une carte sur le dessus de la pile. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un tesson de bouteille. Je le garde ici, puisque je pourrais utiliser le tesson de bouteille quand j'aurai atteint la bastard zone. Hein, oui, voilà. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, certains avantages occasionnés par les Nasty Surprise sont utilisables seulement quand on entre dans la bastard zone. Or, utiliser un tesson de bouteille, c'est mal, c'est très très mal. Donc il faut vraiment se sentir aux abois pour être prêt à l'utiliser contre son adversaire. Là, en l'occurrence, pour le tesson de bouteille, je bénéficierai donc d'un bonus d'attaque de 1 quand je pourrai l'utiliser, mais tout de suite, je perds un point de vitalité puisque en descendant du ring, je suis tombé sur un tesson de bouteille. Autrement dit, sortir volontairement du ring peut avoir ses avantages si vous tombez par exemple sur un point américain qui n'a que des avantages. Mais ça peut avoir des inconvénients. Vous pouvez glisser sur une flaque de sang et vous pouvez vous blesser avec un tesson de bouteille. On va voir en détail les cartes Nasty Surprise juste après. Voilà. Ensuite, quand votre adversaire avait été éjecté du ring, j'ai oublié de le préciser, les deux adversaires se positionnent ensuite sur les cases de départ. Et le combat est à l'initiative de celui qui a fait chuter l'autre. Hein, donc si c'est moi qui vous ai fait tomber, on se repositionne ici, et c'est moi qui recommence le combat. Je peux me déplacer et frapper, voilà, comme on l'a déjà décrit, ou frapper et me déplacer. Bien, si je suis sorti volontairement du ring, par contre, nous nous repositionnons également sur ces deux cases-là, mais l'initiative est à celui qui est resté sur le ring. Donc c'est à mon adversaire de combat, de se déplacer. Alors, voyons voir ensemble les différentes Nasty Surprise qui vous attendent. Nous avons le speed. Alors, le speed, quand vous trouvez une pilule de speed en descendant du ring, vous regagnez immédiatement un point de vitalité. Et oui, le speed est un stimulant. Je ne suis pas sûr que ce soit bon pour la santé, mais en tout cas, ça stimule. Vous pouvez trouver également un bon vieux poppers, un fucking booster, comme c'est marqué dessus, qui vous permettra d'avoir un bonus de déplacement de 2 cases. Alors, vous pourrez sniffer le poppers à n'importe quel moment du jeu où vous avez nécessité de vous déplacer, y compris si vous recevez un coup et que vous êtes obligé de vous déplacer en arrière. Hop, vous pouvez sniffer vite fait le poppers et vous déplacer de 2 cases supplémentaires, ce qui va vous mettre à distance de votre adversaire. Ça pourrait vous avantager à certains moments. Mais vous pouvez l'utiliser aussi lorsque vous combattez l'adversaire. Hop, vous sniffez le poppers, ce qui fait que vous pouvez quasiment le contourner avant de frapper. Voilà, ça pourrait vous permettre par exemple de retourner une situation à votre avantage pour l'envoyer dans l'angle du ring, par exemple, si vous étiez mal placé auparavant. Vous pouvez également malheureusement glisser sur une flaque de sang, il y a 2 flaques de sang, ce qui vous fait perdre immédiatement un point de vitalité. Plus grave encore, vous pouvez tomber dans un trou. Oui, généralement, les combats au Nasty Fight Club se font dans des endroits assez délabrés, insalubres, donc il y a souvent des trous dans le sol. Et en sautant du ring, vous pouvez très bien vous tordre la cheville et vous perdez 2 points de vitalité. Ouh, ça fait mal, il y a 2 trous autour du ring, je ne vous dis pas où ils sont, hein, vous découvrirez vous-même. Les tessons de bouteille, je les ai évoqués tout à l'heure, vous perdez immédiatement un point de vitalité, mais lorsque vous aurez atteint la bastard zone, vous aurez et une fois seulement un bonus de 1 lors d'une de vos attaques. Donc quand vous aurez réussi une attaque, votre adversaire perdra un point supplémentaire si vous utilisez votre tesson de bouteille. Évidemment, le tesson de bouteille, après, hop, il est défaussé. C'est qu'une seule fois, ça a cassé le verre, c'est fini. C'est fini. Idem pour le poppers ou le speed. Hein, c'est une fois seulement. Voilà.
Ensuite, alors c'est pareil pour les flaques de sang et les trous, hein. Une fois que vous avez récupéré la carte, elle est défaussée, on considère que les deux combattants ont repéré où c'était et qu'ils ne retomberont pas dedans. Hop, 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 hop. Il nous reste la pierre. Alors la pierre, une fois que vous l'avez ramassée, même chose, c'est un objet offensif, donc vous pourrez l'utiliser seulement quand vous serez entré dans la Bastard Zone. Elle vous donne un point de plus en attaque, on va dire, hein, donc votre adversaire subira un point de dégâts supplémentaires, et vous pourrez le faire 2 fois, mais pas pendant le même tour, hein, lors de 2 assauts différents. Utilisable une fois aussi, une fois que vous avez frappé, vous l'avez frappé une deuxième fois, la pierre vous échappe malencontreusement, elle est éjectée et vous la perdez de vue. Il nous reste donc le point américain, charmant, qui vous permet d'avoir un bonus de 2, mais une seule fois. Vous verrez quand vous regarderez de près, il est en assez mauvais état ce point américain. Donc assez difficile à tenir en main, et une fois que vous l'aurez utilisé, certes vous aurez frappé fort et votre adversaire aura perdu 2 points de vitalité supplémentaires. Ouais, il est KO là, ce serait génial. Par contre, il vous échappe des mains, hop, il est éjecté et vous le perdez de vue. Donc voilà pour les Nasty Surprise. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à voir, il me semble. Si j'ai oublié certains détails, vous les trouverez dans les règles. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a mon adresse email là. Et bien, vous pourrez me joindre si vous avez des questions à poser ou des remarques à formuler. Je vous souhaite de joyeux combats, de joyeuses peignées, et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot pour m'expliquer comment ça s'est passé pour vous.